Non, non, Juste, selon vous. Non, Brissoussou. Bon, de toute façon, dites-nous, est-ce qu'il y a... Vous avez dit qu'il y a un torse à la Constitution. Brissoussou, Oui. moi, de ma lecture, Oui. je pense qu'il y a un problème de contrariété juridique Voilà. entre la loi qui, en l'état actuel de notre droit positif, notamment de la Constitution, ne peut pas être reçue. Je crois qu'on vous a compris. Oui. Non, Oui, allez-y. juste une observation. Oui. C'est que même en l'état actuel, enfin de la disposition de l'article qui a été cité dans la loi L'article 3 de la loi l'article 3 de la loi portant portant règles particulières particulières pour les élections législatives, on ne sait pas en fait si les candidats dont parle la loi sont des suppléants ou titulaires. C'est-à-dire, on a dit un problème de représentativité. Il faut 20% de femmes. Alors, un parti politique qui ne veut pas faire la promotion, mais qui veut quand même jouer le jeu et donner l'impression de mettre des femmes comme suppléantes. De la même façon, nous savons, comme l'a fort bien expliqué Mathias Soupé, que quand vous prenez la liste de certains partis politiques, vous savez parfaitement à quel niveau vous êtes éligible. Alors si un parti politique vous met en 4e ou 5e position, à certains endroits, vous êtes quasiment sûr que vous êtes condamné. Donc, les députés ont fait un effort qui mérite davantage d'être encadré et d'être accompagné. Okay. Merci. Je vais poser la question à M. Diogounou. Vous êtes président d'une ONG, DHPD, qui intervient dans la gouvernance politique. Je crois que vous faites beaucoup de sensibilisation. Est-ce que vous pensez que par rapport à ce que vous avez toujours souhaité, à savoir que les femmes prennent davantage beaucoup de place au niveau de la gestion des affaires de ce pays-là, cette proposition de loi des députés, au-delà de ce que considérément ça pourrait faire objet à discussion, ça a apporté un avantage parce que un parti politique, par exemple, pour une circonscription où il faut présenter 5 personnes, peut présenter les 3 premières places des hommes et les 2 dernières places des femmes. Ça aura respecté le critère de 20%. Brissoussou, c'est l'un des vrais problèmes qui, à notre sens, a fait l'objet d'une mauvaise solution. Hein? Il est tout à fait évident que dans notre pays, la promotion, la stimulation des femmes à occuper des fonctions de décision, de délibération dans l'espace public est une réalité. Et de ce point de vue, nul ne conteste que cela est un problème majeur. Et que les solutions, évidemment, sont appelées pour corriger cette situation. Et on pourrait, apparemment, se satisfaire de cette tentative, n'est-ce pas, de solution apportée par les députés. Mais d'une part, ce n'est pas réaliste. Et d'autre part, on craint que ça ne soit pas réalisable. Ce n'est pas réaliste, pourquoi? Pourquoi ce n'est pas réaliste? Parce que les partis politiques auraient pu considérer eux-mêmes que dans leur constitution, dans leur formation, dans leur déploiement, dans leur comportement sur le terrain, il faut prendre en compte, en considération la présence des femmes. Ce qui, à ce jour, n'est pas considérablement fait. Ce n'est pas réalisable à cause pour les raisons évoquées en droit, évidemment. Mais je serais un peu plus nuancé par rapport à la compatibilité de cette disposition par rapport à la Constitution. À 2 niveaux. Premier niveau, le test, sauf erreur de ma part, parle de conditions valables, de liste valable. La liste ne serait valable. Alors, valoir, c'est une question morale, n'est-ce pas? C'est un souhait, c'est un vœu, et qui devra être distingué de la validité, c'est-à-dire de l'efficacité juridique. Il me semble que les députés forment là un vœu, et que, fatalement, si on ne répondait pas à cette exigence, que la liste puisse même être acceptée. Deuxième niveau, au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est un rapport de force idéologique. La jurisprudence de la Cour elle-même peut changer si on considère que le rapport de force idéologique, philosophique, n'est-ce pas, a changé. La Cour qui a considéré que la lecture de la Constitution devrait être faite de manière exégétique n'est pas de la même composition que celle qui est là. Et on va attendre la lecture que cette Cour fera. Si elle est prise dans le mouvement féministe, elle peut bien comprendre, considérer, je veux dire, que cette stimulation de la présence des femmes dans les instances de décision ne comporte pas une entorse fondamentale à la Constitution. Voilà. Donc, je pose la question par rapport au caractère réaliste, par rapport au caractère réalisable de cette disposition. Bon, nous allons attendre ce que la Cour va en dire. Nous allons passer à un autre aspect de ces modifications-là, où les cadres devront démissionner
120 jours à l'avance, si les cadres de l'administration, les ministres, tous ceux qui sont cadres au niveau de l'administration, les députés disent maintenant, la loi dispose, si elle était validée, promulguée, que les cadres devront démissionner 120 jours au moins avant le scrutin. C'est l'article 11 alinéa 3 qui le dit. Alors, Mathias Zongpen, est-ce que c'est pour répondre à un problème dans notre pays que les députés, quel est le problème qui a sous-tendu cette innovation-là? De mon point de vue, le problème, c'est qu'on pense que des gens peuvent tirer avantage des positions qui s'occupent dans l'administration pour avoir comme un avantage sur leurs compétiteurs sur le terrain. Je pense que c'est l'idée, grosso modo. Mais je pense que là, il faut regarder ça de près. Est-ce que la solution est bonne? Voilà, c'est ça. Parce que ce problème, c'est ce qu'on appelle l'avantage du pouvoir. Ça existe dans toutes les démocraties. Vous prenez n'importe quelle démocratie, du fait que vous êtes au pouvoir, vous avez un avantage sur celui qui n'est pas au pouvoir, sur votre compétiteur qui n'est pas au pouvoir. Donc on ne peut pas l'enrayer. Parce que si on pousse cette logique loin, ça veut dire que le président de la République doit démissionner avant de se représenter, s'il doit se représenter. Donc vous voyez qu'on ne peut pas pousser cette logique loin. Pourquoi est-ce qu'on va faire une exception au président de la République qui dispose de plus de moyens pour justement tirer avantage de sa position et demander à un fonctionnaire, un cadre de l'administration de démissionner? Par contre, si vous regardez la Constitution et si vous regardez par exemple les lois électorales, il y a quand même une catégorie d'acteurs à qui on demandait depuis toujours de démissionner, je crois, mais 6 mois avant les élections, ce sont les hommes en uniforme. Et je pense que ça, c'est un peu lié à notre histoire. Et un préfet aussi, il ne peut pas être candidat dans sa circonscription, sa zone d'administration. Donc ça, c'est lié à notre histoire politique, où on pense que les hommes en uniforme, de par leur travail, qui est d'une nature intimidante, ça peut être exploité pour, n'est-ce pas, influencer les électeurs. Mais je pense qu'il faut faire attention et ne pas demander donc à tous ceux qui sont dans l'administration de démissionner avant les élections, si vous ne pouvez pas démontrer que de par sa position, il peut influencer les résultats des élections. Si vous ne pouvez pas faire cette preuve, je pense qu'il faut éviter d'aller là, parce que la logique ne peut pas s'arrêter simplement au cadre de l'administration. Ça doit aller jusqu'au président de la République et donc, à 6 mois, 3 mois des élections, il doit démissionner s'il doit se représenter. Jola Yevo, alors est-ce que ça pose, selon vous, aussi un problème de discrimination, un problème de droit du citoyen? Celui qui est cadre de l'administration, on lui impose de démissionner de qui son poste pour être candidat, et s'il n'était pas élu par la suite aussi. Voilà. Non, c'est pas un problème de discrimination. C'est-à-dire que le législateur a essayé d'étendre le régime des incompatibilités préélectorale à une nouvelle catégorie. Dans l'ancienne, enfin dans la loi encore en vigueur, puisque celle-ci n'est pas promulguée, je crois qu'il y a le personnel de commandement, les préfets, qui ne peut pas être candidat dans les militaires, dans le département où il commande. Voilà. Alors c'est un nouveau personnel qui est rajouté. Et je crois que le constat, comme l'a fait Mathias Zongpen, c'est de dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes au pouvoir qui bénéficient et qui profitent de leur position politique, parce que justement, ils sont dans une situation où ils rendent beaucoup de services au nom de l'État. Justement, à une catégorie de citoyens, on estime qu'ils peuvent tenter de faire ombrage, par exemple, aux députés. On voit très bien quelle est la guerre qu'il y a dans un certain nombre de circonscriptions entre ministres et députés. Je crois qu'il y a quelque part une forme de rapport de force entre les députés en place et les ministres, et donc que chacun essaie de se regarder en chien de faïence, mais au fond je crois qu'il y a un problème il y a une incompatibilité nouvelle que les députés ont créée, et sur cette question également, ça mérite d'être analysé de fond, enfin de très près. Maître Joseph Diogbenou, est-ce que vous pensez que ça pose là un problème de privation des citoyens d'un droit, et est-ce que, comme le disent certains déjà, ça risque de se casser par la Cour constitutionnelle? Au fond, ce n'est pas un problème de privation de citoyens de droit, mais un problème d'égalité, de traitement égalitaire, parce que lorsqu'on fait le point jusqu'aux élections, il ne resterait que les députés pour exercer leurs fonctions jusqu'à terme. Et là, il y a une iniquité, si vous voulez, inégalité. Donc, la disposition semble inégalitaire d'une part, mais d'autre part, quel est le coût de cette disposition pour les institutions, pour la gouvernance des institutions? Voyez-vous, si on devrait rentrer dans le domaine de la spéculation, comment traiter avec une institution responsable lorsqu'on sait qu'à 3 mois des élections, le responsable ne serait plus, dans tous les cas, au poste? Comment voudrez-vous que les partenaires étrangers puissent traiter, les institutions étrangères, les banques puissent traiter avec des responsables dont on sait dont on n'est pas certain, voilà, c'est l'incertitude qui tue l'économie, dont on n'est pas certain qu'ils puissent être au poste à un moment donné. Il faut réfléchir au coût
de cette disposition par rapport à la gouvernance de nos institutions, de nos administrations. Et donc, il faut régler le problème de l'égalité, il faut régler le problème du coût. Et il me semble là aussi qu'on pourrait s'interroger si cette solution est la vraie par rapport aux vrais problèmes que, évidemment, les députés ont voulu régler. Justement, donc, à vous entendre parler, vous voyez peut-être un problème par rapport à la philosophie. Est-ce que la solution règle vraiment le problème, d'une part, et d'autre part, est-ce que ça ne pose aussi pas un problème de droit? Est-ce que ça ne pose pas un problème de droit que la Cour pourrait relever et casser cette disposition? On peut y voir un problème de droit si on voudrait que tous les citoyens puissent évidemment, il y a déjà des incompatibilités. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle incompatibilité qui est créée est un peu plus forte par rapport aux anciennes qu'on comprend plus ou moins? On rentrerait dans les considérations subjectives, non. Mais ce qu'on peut regretter, c'est que nos lois électorales sont des lois de plus en plus circonstancielles, de plus en plus subjectives. Des lois pour régler les questions d'intérêt, d'instant, de leadership. Hein? Chacun vient, quand il a la majorité au Parlement, quel problème vous avez dans votre région, etc. Et on met dans une loi. Vous voyez des dispositions kilométriques, vous voyez la forme des dispositions. Vous prenez l'article 142, vous savez, c'est une disposition excessivement kilométrique, n'est-ce pas? Une loi, elle doit être simple, doit être précise, doit être concise. Mais c'est parce qu'on a voulu tout régler. Est-ce qu'une loi peut tout régler? Évidemment, il y a le problème général de la méfiance dans le pays et dans l'arène politique qui conduit aussi là. Mais il faut craindre le fait que cette loi soit suffisamment circonstancielle. Voilà. Si vous permettez, nous allons passer à un autre aspect, toujours de la loi portant règles particulières pour l'élection des députés. La caution qui pense à 100 000 francs CFA par candidat sur la liste en ce qui concerne chaque parti ou alliance de partis. Est-ce que vous pensez aussi que 100 000 francs CFA, 100 000 francs CFA, c'est passé à pas candidat sur la liste. Et donc, je crois que nous avons reçu ici hier le président de la commission des lois qui expliquait que donc, pour une liste qui propose 99 candidats et 89 suppléants, ça fait 9 900 000 francs à déposer pour chaque liste. Si la loi nouvelle était promulguée, voilà ce que ça donne. Alors, quel est la philosophie selon vous? Quel problème on a voulu régler en augmentant cette caution-là? Disons que, de mon point de vue, l'augmentation de la caution, disons, lorsqu'on l'apprécie par rapport à ce qui est exigé des candidats aux élections législatives, le problème ne se perçoit pas tellement. Donc, je pense qu'on a juste pensé qu'il faut ajuster, parce que ça fait longtemps que le montant précédent était en vigueur, et donc il faut augmenter. Et donc, par rapport aux députés, personnellement, je n'estime pas ça très élevé. Vous savez très bien que là où nous avons tous des interrogations dans la tête, c'est par rapport à l'augmentation pour l'élection. Je pense qu'il faut le traiter maintenant. Voilà. Si on peut le traiter maintenant, je pense qu'on va y aller. Donc, on va y venir. Le problème que l'augmentation de l'argent pose pour moi, que ce soit pour ce cas ou pour l'autre, c'est que, au-delà de toutes les autres considérations, ça touche l'une des valeurs essentielles de la démocratie. La démocratie, c'est le système politique qui ne supporte pas qu'on puisse distinguer les citoyens par rapport à la possession de l'argent. Depuis toujours, vous remontez aux premières démocraties, donc une fois encore 5 siècles avant Jésus-Christ, 4 siècles avant Jésus-Christ, on paye même les gens qui acceptent venir gérer les affaires de la cité. C'est-à-dire que quand vous décidez, vous acceptez venir participer par exemple à une assemblée dans le cadre de l'Agora, dans une assemblée nationale, on vous paye de l'argent parce qu'on estime que vous avez laissé vos affaires pour venir gérer les affaires publiques. Donc c'est comme si au Bénin maintenant, tu dois montrer que tu as beaucoup d'argent pour venir gérer les affaires publiques. Du point de vue de l'essence de la démocratie, ça pose un problème. Et lorsque vous regardez toutes les démocraties qui sont vieilles, qu'on considère comme des modèles aujourd'hui, le critère de caution en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes n'existe pas. Aux États-Unis, le candidat à la présidence ne dépose pas une caution financière. Vous allez en France, il n'y a pas de caution financière. Vous allez au Ghana à côté, vous savez combien la caution pour être président de la République? C'est moins de 2 500 000 francs CFA. Mais pourtant, ils ont eu à peine 3 candidats la dernière fois. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Une fois encore, le problème est ailleurs. Et je pense qu'on cherche des solutions. Mais on va revenir là-dessus plus sérieusement. Oui, on va revenir. Juste avant cela, qu'on y revienne là, je voudrais vous poser une question.